Ça fait des années que je filme la vie du club. Les entraînements, les compétitions, les moments importants, sans vraiment savoir pourquoi. Puis l'année dernière, juste avant la fête de fin de saison 2024-2025, une idée est née. La prochaine fête de fin de saison, elle se ferait ici, au cinéma Pâté des Docks, au Havre. Au début, c'était une simple idée, puis je me suis dit qu'il fallait faire les choses en grand, qu'il fallait raconter l'histoire de ce club, parce qu'il existe depuis 1968. Et derrière ce dojo, il y a plus de 50 ans d'histoire, donc il y a des choses à dire. Depuis 3 générations, ces judokas Havrais collectionnent les médailles. Nous les avons rencontrés au foyer Georges Bernanos en plein entraînement. Je voudrais d'abord que vous nous parliez de ce club, le club familial dans lequel vous vous entraînez. Il a été fondé par votre grand-père en 1968. C'est dans le quartier de la Sous-Bretonne au Havre, hein, c'est bien ça? Tu sentais sa présence, c'était fusionnel, quoi. J'avais pas besoin de le regarder. Il y avait les 15 ans du décès de mon père. Donc là, c'était plus impressionnant. Roger, c'était comme une figure paternelle pour moi. Niveau famille, c'était assez compliqué chez moi. J'étais tout seul. Enfin, j'allais au judo, j'allais en compétition, je revenais, personne ne s'occupait de moi. Je trouve que la qualité des enseignements, elle est vraiment au-delà de ce que j'attendais. La preuve, j'ai arrêté tous les autres sports que je faisais avant. Aussi loin que je me souvienne, c'est la première fois où j'ai entendu mon père dire qu'il était fier de moi, quoi. J'étais à les gradins. C'est pas la place la plus sympa, hein. Parce que du coup, toi, tu dois juste regarder, t'as rien à dire. Quand vous montez et que vous n'avez pas forcément gagné, faut savoir trouver les mots justes. Mon père sans ma mère, ça serait pas pareil non plus, quoi. Avec Nana, c'était par équipe à 3 et on était que toutes les deux. Et on avait réussi à finir première. Une seconde famille. Voilà. Pour moi, il n'y a pas besoin de détendre. Quand par exemple t'es en compétition, il y a Mickaël qui est derrière toi. Tout le monde est gentil ici. Et aussi j'aime bien le judo. Et aussi j'aime bien les copains. Des milliers de judokas sont passés par ce dojo, des générations entières. Mais avant chaque champion, chaque nouvelle histoire, chaque compétition, chaque ceinture, chaque victoire, il y a un endroit là où tout commence. Par où commencer? Chaque saison commence un peu de la même manière. Des judokas qui reviennent, d'autres qui découvrent, des ceintures qu'on apprend à mettre pour la première fois et des habitudes qui reprennent doucement leur place. Sur le tatami, les gestes se transmettent, les repères se retrouvent et une nouvelle saison peut commencer. Mais tout ça, ça ne s'est pas construit en un jour. Avant que le club ait toutes ces années d'histoire et des milliers de judokas qui sont passés sur ce tatami, il y a eu des débuts. Des personnes, des judokas qui ont décidé de créer quelque chose. Un club. Le foyer Georges Bernanos. Je suis rentré en mars 1970, donc c'était la 2e saison. À cette époque-là, les gens fumaient. Et donc il y avait plein de fumée dans la salle. Donc ça faisait je sais pas si tu connais Kurosawa, celui qui a fait les 7 samouraïs, c'était les vieilles tavernes et tout, ça faisait vraiment cette ambiance-là. C'est ce qu'on appelle la salle verte qui était juste à côté. C'était ce tapis-là qui était au sol. Il y a ce qu'on appelle la salle bleue qui est juste là. La salle qui constitue les vestiaires et la partie administrative du club, toute cette salle, c'était le dojo. C'était des pneus de voiture qui étaient en dessous de la planche pour amortir les chutes. Et après, il y avait des tapis par-dessus. Ensuite, on a migré dans une autre salle qui se trouve maintenant sur le nouveau pôle de santé. Ça a duré quelques années. Et puis, on a eu cette salle-là qui est très grande et spacieuse. Et ça fait quelques années qu'elle est construite. Moi, je l'ai vu sortir de terre, en quelque sorte. Les entraînements étaient menés par monsieur Roger Lequadou, fondateur du club. En termes de technique, on était plutôt bien. On avait un style de judo qui était apprécié. C'est pour ça que moi je dis toujours, ton grand-père, si le judo n'avait pas existé, il l'aurait inventé. Ton grand-père avait amené son style de judo, l'esprit est resté. Enfin, ton père, il a repris donc après le flambeau. Pépé au judo, rigoureux, perfectionniste. Et rien de négatif là-dedans. Je vais pas dire qu'il a sacrifié sa vie pour le judo, il a vécu son judo. Il aurait pu évoluer encore sur son travail. Il a préféré rester où il était pour pouvoir avoir la possibilité de venir faire cours. Moi j'ai connu Pépé qui faisait l'écart, qui se levait très tôt le matin,
qui rentrait le mercredi, qui allait s'allonger un petit peu après avoir mangé et qui venait faire ses cours de judo. Et il n'était pas fatigué sur le tapis. On venait pour le judo pour travailler et le travail c'était pas négatif. Pas de vacances pour pouvoir faire fonctionner le club, c'est une chose en plus qu'on continue, on essaye de faire fonctionner au maximum, de s'arranger pour qu'il y ait toujours cours. Et aujourd'hui, c'est ce qui permet à de nombreux enfants au Havre de découvrir le judo pour la première fois et de se faire des amis autour du tatami. Ouais. On part en trottinant? Allez, c'est parti, Jimmy en cours sur le tapis rouge. Son talon là et... Ah, Jimmy. T'as dit quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Oui, c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Oui. Au fil des entraînements, la saison avance et c'est là que les échéances arrivent. Il y a ceux qui ont des compétitions, d'autres des passages de grade. Il y en a qui viennent tout simplement pour prendre du plaisir et progresser, et puis il y a ceux qui ont des objectifs qui sont tout simplement pas réalisables. À part réussir à te faire tomber une fois. En vrai, c'est réalisable. Déjà être ceinture noire, ça serait un de mes plus grands rêves. Et si je peux continuer après. Moi, c'était ceinture noire. À chaque fois qu'il y a des gens qui passent à côté, ils disent ouais, c'est nul et tout. Mais tant qu'on y arrive, il y aura un peu de place. Le 3e dan, d'autres si possible. C'est passer ceinture rouge. Rouge? Tu sais que rouge, ça met du temps avant de faire rouge. Pourquoi pas d'autres compétitions? Et puis progresser, hein, tout simplement. De continuer à chaque cours de progresser un peu et puis de prendre du plaisir comme je le fais déjà. Et puis là, cette année, les France et... De faire la première place, de la passer et d'aller jusqu'aux Europes, puis réussir à aller jusqu'au monde, même si c'est plus compliqué en senior. Et aussi continuer dans le kata, parce que ça me plaît énormément. Réussir à se qualifier pour les France serait déjà énorme. Et faire les championnats de France. Ouais, pareil. Les championnats de France individuels surtout. Mais pour espérer y arriver, il faut travailler. S'entraîner encore et encore, tomber, se relever et recommencer. Au fil du temps, le rythme change, l'intensité monte, la pression aussi. Et puis un jour, on n'est plus à l'entraînement. On attend, on observe, on se prépare, jusqu'au moment où il faut y aller. Et là, il n'y a plus personne autour. Juste toi, l'adversaire et le tatami. On arrive à quelques secondes, quelques minutes du combat et ça monte un peu. On a envie d'en découdre et on a envie de montrer qu'on sait faire du judo et c'est ça qui est génial. Et le but c'est déjà de gagner celle-là, après à la suite voir ce que ça donne sur les autres compétitions. J'en suis capable en fait. Si tu y arrives une fois, ça veut dire que tu es capable de le refaire. De cadet à fin de carrière, les France tous les ans. 15 podiums en Normandie, 12 championnes de Normandie. Toujours normalement sur un podium de Normandie, podium interrégion aussi, donc 8 ans de pôle France avec Philippe Blanquet comme entraîneur au pôle France. Les inters, j'ai fait quelques résultats. Au championnat de France fédéral, deuxième division, mon meilleur résultat c'est 7. Après en universitaire, j'ai fait les podiums. Premier titre de champion de Normandie. J'ai passé un cap à ce moment-là parce que j'avais beaucoup d'échecs au niveau des finales parce que à partir du moment où je passais la demi-finale, je considérais que c'était voilà, j'avais une médaille. Et je pense que psychologiquement, il y avait un cap qui n'était pas passé. Et j'ai fait quand même beaucoup de réflexions sur moi-même pour savoir pourquoi. À partir du moment où j'ai réussi à intégrer psychologiquement que on venait pour aller faire la première place, ça a pu fonctionner correctement. La croisée reste pas une tombe, on peut enclencher directement.
Donc comme vous l'avez pas vu, c'est un truc qui les éclate et ceux qui viennent du deuxième, ils sont contents, ils arrivent avant vous. Parce que quand ils se relèvent, la première chose qu'ils font, c'est regarder où ils en êtes. Ils pas trop vite, ils ont du mal à suivre. Tu t'impliques, hein, tu as dû voir que sur une chaise de coach, je suis plutôt à 100% dans le combat. Allez! Que je suis prêt à intervenir assez rapidement, que le combat je le vis à 100%. Tomoe, relance! Remontez, voilà! Oui! Depuis tout à l'heure, il y est, celui-là. Pépé il disait quand il faisait un combat, quand il venait coacher le combat, il donnait de l'influx. Il se concentrait sur le combattant pour se mettre à la place du combattant, donner de l'influx. Tu sentais sa présence, il n'avait pas besoin de... C'était, toi Pépé, au coaching, c'était fusionnel, quoi. J'avais pas besoin de le regarder. Il y a des petits moments où j'avais le petit geste, le petit signe, le petit truc qui me relançait. Se battre, s'entraîner dur au club et donner le meilleur de soi-même, ça crée des souvenirs qui restent. Des victoires, des instants intenses et des émotions partagées. La fierté, oui, c'est quand on était en Croatie. La Marseillaise, c'est quelque chose, ça. D'attendre le résultat, c'était la première fois que vous aviez un si gros résultat, d'attendre, et puis de voir au final que tout le monde est content pour vous, c'était chouette. Moi je pensais pas qu'un jour on pourrait être championne d'Europe voilà, Qatar, une Marseillaise quoi, c'est pas rien une Marseillaise. Avec la neige, j'avais pensé à ça. Puis en plus avec ta soeur, ouais. exceptionnel. Un truc moi, ce qui m'a marqué, toi peut-être beaucoup moins, quand je t'ai servi de partenaire pour le Kimi no Kata. J'ai appris le Kimi no Kata avec ton grand-père. Ton grand-père, je lui ai servi de partenaire pour le Kimi no Kata. J'ai quand même retransmis ce que ton grand-père m'avait transmis. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est l'âme d'ici, en fait, pour moi. J'arrive en finale de tableau. Première fois de ma vie déjà que je joue aussi loin dans une compète. Toi qui viens me voir sur le côté, tu me dis, fais ce que je te dis, fais ça. Moi je te dis, je l'ai jamais fait. Puis bon, il y a un maté, donc il y en a rien en plein milieu du combat. Je te regarde, je te vois, tu me fais signe d'aller chercher la ceinture, donc ce que tu m'as dit de faire. Je me dis, bon, là j'ai pas le choix, sinon il va me défoncer après. Donc je le fais, et puis c'est sur ça que je gagne, et puis du coup, c'est la première fois que je fais premier de ma vie en une compète. T'es pas dans le cadre. J'ai souffert. J'étais l'une des personnes, parce qu'il y avait beaucoup de garçons, et les garçons ont plus de facilité pour courir. Donc moi j'avais plus de mal, souvent j'étais avec Stéphane vers la fin. En groupe, j'étais souvent derrière. Merci Stéphane de m'avoir fait souffrir, je te remercie, maintenant ça va mieux. J'étais au 3e cours et on m'a redescendu au 2e cours pour passer ma jaune. De passer vraiment d'un cours avec les grands et de passer avec les petits, c'était vraiment différent. Et j'ai pu apprendre énormément de choses parce qu'au début, je pensais que passer au 2e cours, c'était presque une punition en fait au début. Et ça m'a appris tellement de choses, c'était vraiment bien. Je me faisais engueuler sur le tapis un petit peu. Pas tout le temps non plus. Oui, c'était chaud. Hein. Attends, c'était quoi la question si on s'est déjà fait engueuler? Oui, petite, oui. Mais... oui. Bon, après, des fois, vous cherchez peut-être, non? Oui, j'avais mon petit caractère aussi, mais avec Nana, on se prenait beaucoup la tête. Enfin, on se prenait la tête, mais ça dure pas longtemps. Ouais, des fois, il faut rentrer à la maison. Oui, mais ça va, le cours d'après, c'était passé. On était pas sur le truc, ça se règle sur le tapis, mais après, le temps de digérer... Oui, ça se règle sur le tapis. On faisait un combat avec papa, ça nous calmait. Il nous calmait, et puis voilà, c'est bon.
Moi j'adore quand on se bat. Quand ils se battent? On met sur le dos. J'adore m'amuser. J'adore jouer avec les enfants. Toi, c'est quoi que tu préfères, Youssef, au judo? Les filles. Non. Les filles? Non, les garçons. On revient droit. Parfois, le judo emmène encore plus loin, bien au-delà des entraînements et des compétitions. Et pour certains judokas du club, l'aventure les a menés jusqu'au Japon, le pays où le judo est né. Tu vas aller avec eux? Allez, vas-y. Allez, commence à voir le rythme, les gars. 35 degrés. おう、道場大師。10手、1パセレ、アルネ、セラン、セジュー。乾杯。乾杯。Je m'ai entendu, allez, vas-y, je le filme parce que je vais le garder celui-là. C'est magnifique ce qu'on fait, merci Mickaël. Merci Ludo. Bah, le Japon, c'était organisé, entre autres, c'était ton père qui avait vraiment bien organisé le truc et tout, donc c'était un tour Japon vraiment sympa sur 15 jours là. C'était un désir depuis très très longtemps. 2 ans de préparation, enfin plus d'un an et demi de préparation. Quand je prépare quelque chose, je pense que tu me connais un peu, j'ai tendance à m'impliquer énormément. On a un super moment, 2013. Déjà 2013, ça remonte quand même assez loin. Très bon moment, une longue préparation. On avait tous plus ou moins envie d'aller au Japon, parce que c'est vrai que quand tu as envie de voir, tu te dis comment c'est là-bas, tout ça. Moi j'ai discuté avec beaucoup de personnes qui sont parties au Japon et qui étaient étonnées de savoir ce qu'on avait fait pour le montant qu'on a pu dépenser. Ça s'est découpé en 2 fois en fait. La première semaine qui était plus tourisme, moins académique, c'était plus. On avait plein de trucs. Et la deuxième semaine au Kodokan. Donc là c'était plus rigide, c'était des horaires, machin, des choses comme ça, on a vu moins de choses quand même, mais par contre c'était plus souvent sur le tapis. J'avais essayé de calculer au maximum pour qu'on fasse le maximum de judo dans des lieux différents. Le Kodokan, entraînement Kodokan, le stage Kodokan. Donc on a fait un entraînement spécial d'été avec un professeur qui avait 84 ou 88 ans. Donc tout un travail au sol qui était intéressant. Toi, tu avais fait l'entraînement jeune, donc c'était intéressant à voir.
Doshisha université à Kyoto, on était les premiers étrangers à venir dans l'université. On a un super rapport avec les judokas universitaires. Puis il y avait vraiment une bonne ambiance. Et puis enfin, moi, ce que j'ai vu par rapport à moi par rapport à ton père, parce qu'apparemment, ça se cassait plus. Ça, c'était un peu plus rugueux. Enfin, moi, j'ai trouvé beaucoup plus rugueux pour moi et moins rugueux pour vous. Parce que des tâtés, des randonnées à la suite. Et moi, peut-être par rapport à mon âge, je sais pas quoi, les mecs en randonnées, ils auraient pu me tuer, enfin. Et franchement, ils faisaient attention, c'était ouvert, ils bloquaient pas. Osaka avec Daishin Judo Club, pareil, petit club de 40 mètres carrés. Ça faisait un peu comme ici, enfin c'est le petit club de quartier. Et franchement, bon par contre il y avait quand même, j'avais été pour je me rappelle qu'on a fait. Je pensais qu'on allait faire randonnée, mais justement on avait fait les 2 jours à l'université avant. Où c'était les mecs qui en randonnée étaient hyper cool, et là c'était du chiaï en fait. Les randonnées, j'ai trouvé plus faciles que ceux de Doshisha. Par contre, pour les autres, c'était un peu plus rugueux, quoi. Mais l'ambiance, j'ai adoré, et puis j'étais content de nous recevoir en fait, vraiment très content de nous recevoir. Et je me rappelle encore le côté, je sais pas si tu te rappelles, c'est vraiment un petit club, et il y avait la rue qui passait, on voyait des 2 côtés, et ça, cette image-là par exemple, elle m'est restée vraiment dans la tête. Puis on est retourné faire 5 jours de stage à la fin, on est revenu sur Tokyo pour faire les 5 jours de stage Kodokan, 5 jours techniques, avec entraînement le matin, l'après-midi, on dormait directement sur le Kodokan au niveau dortoir. Le judo qu'on avait nous, enfin, je veux dire, franchement, j'ai pas été surpris par le judo. Mais on n'a pas été surpris, je veux dire, je me rappelais là-bas, il y avait plein de judokas, entre autres français et puis plus ou moins étrangers, enfin, qui étaient là en extase devant des chikomi ou même des échauffements, des choses comme ça. Que nous, c'est ce qu'on fait nous ici. L'avantage de ce voyage-là, c'est que c'était pas qu'un voyage de touristes, parce qu'on y allait pour le judo. Donc les rapports qu'on avait avec les gens, même si on se comprenait pas trop, enfin on parlait un petit peu anglais, des choses comme ça. Et puis de faire du judo avec des japonais, c'est mine de rien, tu transmets, enfin tu discutes. Et je pense qu'on n'est pas en décalage aujourd'hui avec la mentalité du Japon. On a visité aussi plusieurs villes, donc ça aussi ça m'a plu. Mais on a quand même vu beaucoup de choses à côté, hein. Enfin, Tokyo, on a essayé de faire différents quartiers, Shibuya, on a vu Ueno aussi, on a fait les musées, Akihabara. En fin de compte, on a fait même des journées où on a marché pendant 10 heures, quoi. Sur Kyoto, on est quand même allé voir Nara et Osaka, on est allé aussi pour... on a vu le château d'Osaka et des choses comme ça. On a fait énormément de choses. Quand même passé assez vite, hein. C'est quand même passé assez vite. Et puis c'était une expérience extraordinaire avec tout le monde en fait. Un gros coup de mou après pendant 2 jours. Mais une fois qu'on a vécu ça, ouais, faut que j'arrive à le faire vivre à tes soeurs aussi. Parce que j'ai eu avoir le droit toute ma vie. Et à un moment aussi. Ça a été un super projet. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire. J'aurais aimé qu'on le fasse avant. C'est le truc. Pourquoi on ne l'a pas fait avant, avec notamment, je parlais de papa. Là. On s'est rendu compte qu'on n'était pas en décalage et j'aurais aimé que notre père puisse se conforter aussi dans ce qu'il était, dans sa philosophie, parce qu'il était complètement dedans. C'est bien après qu'on se rend compte que, comment dire, la richesse qu'il portait, si je peux parler de regret, c'est peut-être pas avoir vu à ce moment-là cette richesse, pas avoir réalisé
de la richesse au moment présent. Je vais dire le moment qui m'a marqué, l'enterrement de ton grand-père et l'entraînement du soir. Et l'entraînement aussi. On a fait entraînement le soir. C'était un vendredi, si je me trompe pas. Et on a fait entraînement. On a fait entraînement parce qu'au moins on savait qu'il était là. On savait qu'il était là. Mais on n'a pas coupé les entraînements. Il est décédé un lundi matin. Le dimanche, c'était championnat de Normandie qui allait à Forges-les-Eaux. Tu étais là et on était parti en urgence sur l'hôpital Charles-Nicolle. Et on t'avait laissé, c'était Thierry et Pascal qui t'avaient ramené. Le mardi, on a fait entraînement. Le vendredi, on a fait entraînement. En gérant à côté tout ce qu'il y avait. Hein. Voilà, mais on va dire que c'était. Je pense que ça n'aurait pas été concevable pour ton grand-père. C'est le moment qui m'a marqué, on va dire, le plus. Mais je sais que, voilà, que je fasse un salut d'un côté ou de l'autre, je sais qu'il est là. Et poursuivre le travail, son investissement, montrer que c'était pas fini, qu'on allait poursuivre cette philosophie, cette famille. Alors, je te cache pas, c'était dur, hein. Mais voilà. Et ça nous a permis aussi peut-être le fait d'avoir un soutien collectif pendant cette période difficile. Et ça nous a beaucoup aidé, toi, moi notamment. Mais voilà, ça a été très fort de par la nouvelle, mais aussi ça a été très fort par le soutien collectif. Le décès de ton grand-père, bah franchement, ça a marqué. Il était à l'écoute de ce que je pouvais dire, et puis il y avait vraiment une relation sincère, et puis des échanges profonds et réfléchis. On dialoguait beaucoup. Mais il m'a marqué au niveau dans ma vie en fait. Si je l'avais pas croisé, je sais pas, j'aurais eu vraiment une autre vie. Hein. Moi c'est comme un deuxième père hein, quand même si on restait très quand même, mais, on était quand même proches quoi. Sur la fin on était assez proches. Lorsque j'ai fait championne de France entreprise, un an après le décès de mon père, j'avais arrêté le judo, j'avais repris pour ça. Et là c'était comme s'il était là. Voilà, on s'est déplacé en famille, on n'a pas parlé, mais on savait qu'il y avait quelqu'un qui était avec nous, qui m'a donné la force d'avoir ce titre facilement. Alors on parle toujours de mon père, mais si ma mère n'était pas là, je pense que j'aurais pas fait non plus. Ma mère a accompagné mon père. Et on dit toujours derrière un grand homme, il y a une femme. Ma mère était là pour mon père, mais elle était là aussi pour ses enfants. C'était toujours à se lever à 4h du matin pour nous préparer le steak pâte, pour manger avant les compétitions, avant de partir. Voilà, elle a toujours été là à nous soutenir, à nous préparer des petits repas pour les compétitions. On partait, on avait toujours une glacière avec nous, de repas pour avant, après. Voilà, elle a toujours été là avec nous. Voilà, maman était là, présente. Je pense qu'il y a des anciens judokas qui se souviennent de ma mère, voilà, qui accompagnait notamment mon père dans cette passion. Et donc, je pense que mon père n'aurait pas construit tout ça sans avoir le soutien de ma maman.
J'ai souvent des pensées pour Roger, quoi. Je me dis, la vache, s'il pouvait voir ça, il serait enchanté, quoi. En plus, ça va vraiment dans la continuité de son état d'esprit. Il avait vraiment un esprit de technicien. Ce qu'il apportait, c'était précis, c'était fin. Il nous a répété, il insistait sur certains détails qui faisaient vraiment toute la différence. Cette philosophie soit toujours portée par notamment Mickaël. Je dirais que c'est lui qui toujours a peaufiné, a apporté la technique, parce que Mickaël recherche toujours la perfection, ce que faisait mon père aussi. Donc, et ça, je dis bravo. Donc je pense que mon père serait fier de ce qu'il a mis en place. Pépé avait toujours dit qu'on méritait d'avoir ce grade-là. Je veux dire, quelque part, on l'a fait pour ça aussi. Parce que bon, il aurait été fier de nous voir avec une ceinture blanche-rouge. Sachant que lui, d'un côté, il était que 2e dan, mais il méritait largement. Enfin, il était que 2e dan. Il était que 2e dan à l'époque où les passages de grade c'était du tout de catégorie. Il a fait des compétitions, il a été champion de Normandie. Voilà, c'était sur l'ancienne époque. Je veux dire, sur l'ancienne époque, l'ancien judo. Et après, le fait de mettre des fois un grade, ça met de la valeur à des personnes peut-être qui ne méritent pas, et de ne pas leur en donner, ça leur met pas de la valeur. Pour moi, il méritait largement un grade de 6e dan, voire plus, au niveau du travail technique qu'il a pu faire, avec la réflexion qu'il a pu avoir aussi. C'était en réflexion continuellement. J'ai toujours eu le soutien de la famille. Ma mère qui était dans les gradins et qui venait à toutes les compétitions qu'on faisait, mon père qui coachait, ça a été un tout. Il y avait la préparation avant sur le tapis, il y avait la préparation à la maison avec tout ce qui était alimentaire, préparation du matériel que ma mère faisait. Et là, la continuité par rapport au travail du club. Il y a toujours le travail de la famille, il y a vous, il y a maman qui est là aussi, qui est hyper importante au niveau du fonctionnement, il y a David, il y a Carole, voilà. On va dire qu'il y a tout, c'est un tout. Mon père considérait tous les judokas comme ses enfants. Donc il n'y avait pas que Mickaël ou Carole, il y avait tout le monde. Voilà, il n'y avait pas de différence, de distinction. Tout le monde était considéré comme des enfants. J'ai fait comme disait entre autres ton grand-père. Moi, ça faisait partie de leur éducation. J'ai dit, ils font des maths, ils font de l'histoire, ils font de la géo et tout. Ils feront du judo en plus. Mais après, ils pouvaient faire autre chose à côté. On dit toujours, enfin ça c'est des grands mots, c'est vrai, judo, école de vie, mais c'est vrai que c'est une école de vie. Et ici, franchement, c'est vraiment l'école de vie. Enfin, je veux dire, ici, on ne te fait pas de cadeaux. Enfin, je veux dire, c'est bien comme il faut. Si tu n'as pas le niveau, tu passes pas de grade. Enfin, je veux dire, voilà. Voir tes enfants évoluer, et puis... Ça apporte tout ça, le judo. C'est un sport qui est tellement complet. Et ça, effectivement, si ça peut apparaître en filigrane dans la vidéo, ouais, c'est un plus. Moi, je dirais aux parents, enfin... Parfois, il y a des gens qui viennent me voir et qui disent, je dis, mais n'hésitez pas. Après, ils croyaient que je défends ma chapelle, mais c'est pas vrai. Je dis, je connais comme tous les clubs du coin, enfin, c'est le meilleur club ici. Enfin, vraiment, c'est du judo que t'apprends, enfin, du vrai judo. Enfin, moi, j'allais plus près, j'aurais pu aller à Octeville ou je sais pas quoi. Hein. Non, je préfère me déplacer et mettre mes enfants là où c'est mieux. J'aurais fait du judo vachement plus tôt. Parce que je pense que j'aurais bien aimé me battre sur le tapis. Je pense que si j'avais commencé au baby judo, ouais, je me serais fait grave plaisir. Oui, je pense que je te vois bien. Ouais, je me serais super fait plaisir. Sur un tapis de judo, tu peux te faire plaisir. Enfin, je veux dire, tu peux vraiment te faire plaisir. Vos enfants et vos proches sont dans un club extraordinaire, aussi bien sur le plan sportif que humain. Je pense notamment aux parents qui doivent mettre leurs enfants au baby judo. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, parce qu'en fait, ça leur permet de jouer, de se construire, et de devenir des adultes forts et responsables. Donc je pense que c'est le meilleur investissement qu'on peut faire pour nos proches, si ce n'est pour nous-mêmes. Voilà. Le club, vraiment, c'est pas que du sport. Et ce que je retrouve dans ce club ici, là, c'est la famille, c'est un club familial, et ça correspond exactement à ce que je recherche en réalité. C'est très affectif pour moi. Le club,
c'est une espèce de famille. Alors effectivement, je suis pas là tout le temps et je pratique plus, mais je suis sur les réseaux. Ça a vraiment, ouais, c'est une famille que je suis à distance maintenant. C'était vraiment une famille. Hein. Tout le monde est ensemble et personne n'est divisé. Et c'est ça vraiment qu'il faut garder. Pour moi, c'est aussi un des plus grands esprits de ce club. L'ambiance. Ah franchement ça, c'est le truc, faut jamais que ça change. Bah la deuxième maison, voilà. Bah, Même des fois j'ai envie de dire la première maison. toute ma vie. Voilà, c'est la deuxième maison. Pas, ouais. Michael sans le judo, c'est pas Michael, donc oui. Ouais, ça a toujours été comme ça, mais depuis toujours. Donc en soi, c'est moi qui... Je me suis adaptée. Mais ça m'a pas dérangé. Mais si Michael n'a pas le judo, il s'ennuierait. Donc oui, je partage. Est-ce que tu m'imagines sans faire de judo? Ouais, je pense que ça serait compliqué. Là, dans ce club-là, je retrouve plein de choses. Hein. Les photos de mon grand-père ici de chaque côté. Enfin, il y a toute une vie par rapport à ça. Je me sens bien. Je me sens bien. C'est pas concevable. C'est pas concevable sans le judo. Mickaël, ça a été pour moi une très très grosse révélation. C'est quelqu'un de bienveillant, qui a une vision pour nous. En fait, au-delà de donner des cours, en fait, je vois que pour chacun d'entre nous, il a une vision court terme, moyen terme, long terme. C'est quelqu'un qui s'investit, je pense, au-delà de ce qu'on peut imaginer. De continuer comme il est, hein. Parce que là franchement, si on parle d'une voie, il est sur la bonne voie. Hein. Normalement c'est une voie où tu progresses, et franchement il a une sacrée forme de corps, enfin, je trouve. Et ce qui n'est pas évident pour un lourd, c'est plus facile pour un léger, je veux dire, d'avoir une forme de corps expressive comme ça. Voilà, donc de continuer. C'est quelque chose qui prend toutes les aires de notre vie, c'est-à-dire que si on a un problème personnel, je sais que Mickaël c'est le premier qu'on trouve. Si on n'est pas bien, c'est le premier qui va venir discuter avec nous. Si on a un coup de mou, si on a une blessure, c'est le premier à nous conseiller. Au-delà de ça, sur son temps libre, il est hyper disponible. Quand il y a quelqu'un qui a un problème, en fait, on se rend compte que c'est pas seulement son problème, c'est le problème de Mickaël aussi. Merci pour tout, hein. Parce que c'est le premier qui a cru en moi. Je le remercie pour tout ce qu'il m'a appris, tout ce qu'il va m'apprendre aussi. Et je pense que sans lui, je ne serais pas là. Parce que pendant le collège, j'ai eu beaucoup de périodes difficiles. Et je pense que sans le judo, je ne serais pas où j'en suis là. Donc merci beaucoup, Mickaël. Merci. Ouais, merci. Hein, parce que c'est comme... c'est un exemple. Hein. Il est beau. Il est beau, Mickaël? Oui. Ah ouais? J'adore. J'adore Mickaël. J'adore Mickaël. Je fais un câlin. Quand il dit on fait des combats. C'est donc ça de s'inscrire dans un club. Quand t'es petit, tu viens pour jouer, tu viens parce que c'est marrant, parce que t'as des copains, parce que t'aimes courir, gagner, ou juste être là. Mais avec le temps, tu comprends que c'était pas que ça. Tu grandis, tu apprends, les gens changent, tu changes, et sans vraiment t'en rendre compte, ce lieu, il devient une partie de toi. Des années de ta vie, des souvenirs, des liens, une famille, et surtout, un endroit qui te construit sans que tu t'en rendes vraiment compte. Sur le tapis, on t'apprend à tomber, à te relever, à recommencer. On t'apprend le respect, la discipline, l'effort. On t'apprend à gagner, mais aussi à perdre. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu te rendras compte de tout ce que tu as appris ici, sans même t'en rendre compte. Dans ta manière de travailler, dans ta manière de parler aux autres, dans ta manière de gérer les épreuves. Et c'est peut-être ça le plus fort. Et peut-être que tout ça, ça disparaîtra un jour. Peut-être que les gens oublieront, peut-être que le temps fera son travail. Mais nous, on saura. On saura ce que ça a représenté, on saura ce qu'on a vécu ici. Et au fond, c'est peut-être ça le plus important. Pas ce qu'on a gagné, mais ce qu'on a vécu. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever.
toi, c'est qui le plus gros tricheur à la balle au prisonnier? Ton père, je pense. Et Léovan. Oh là là. Ouais, Michael et Léovan. Ah, les deux là, quand même. Ah, c'est Thierry, je pense. Alors pour moi, le plus gros tricheur, ça a commencé par papa, qui a engrainé tout le monde. Mohamed, il est pas mal là, en ce moment. Il commence à être pas mal. Au Carole, mine de rien. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler? Mickaël et Carole. Michael. Marianne. Marianne, en ce moment, il est... En tricheur, bon, David, au-delà de la triche, il a quand même, il jure beaucoup sur la tête de sa mère. Je pense que maman, elle devrait l'engueuler un peu. Et là, cette année, c'est Mohamed qui enchaîne. J'ai une petite hésitation, mais je dirais que c'est Michael quand même. Après, les bonnes, elle est un petit peu. Thierry fait en rigolant, mais il fait quand même. Quel est le plus gros tricheur à la balle au prisonnier? Michael. Il est pas là, je me rappelle. Ah, qui c'est le plus gros tricheur à la balle au prisonnier? C'est pareil que si t'as posé la question à plein de personnes, ils vont dire que c'est moi, parce que moi, ce que j'adore à la balle au prisonnier, c'est de vous retourner la tête. Quand je suis capable, quand on commence et que la première manche est passée, que je suis capable de dire 2-0, je suis content quand il y en a qui pensent qu'il y a 2-0. Je pense que Thierry est pareil dans le fonctionnement, parce qu'on arrive à se marrer tous les deux quand on voit qu'on est en train d'essayer de vous rouler. Alors, non, Thierry aussi, Thierry. Ouais, Thierry. Il y a Thierry. Je pense que Thierry, c'est quand même du très haut volant en triche. Après, je me permettrai pas d'envisager d'autres tricheurs haut placés dans le club. Michael et Thierry. Alors, j'espère qu'il va pas m'en vouloir. Je pense que Thierry, t'es pas le dernier. Et là, dernièrement, il y a Mohamed aussi. Ah, bah ça, Oui, je suis pas terrible. Mohamed aussi. Mohamed Hadouche. Il est à peu près au même niveau que Mohamed. Qui n'a pas été cité, je pense, mais Lolo. Ouais. En fait, avec son petit visage d'ange, Ah, t'as envie. parce que t'as le sexe. Tu peux pas.